Une minute. On va commencer avec M. Salif Kenemé, notre invité de ce soir. Ça va écouter un peu de musique, s'il vous plaît? Vous avez de la musique? Musique, oui, sur mon portable. Allez-y. Portable. C'est sur le net. Ça va être du barman, notre musicien. Maison. Dans un moment avec Salif Kenemé, je suis en compagnie de M. Digo. Mon ami Digo, comment tu vas? Ça va bien, alhamdoulilah. Et vous? Je vais très bien. Et votre week-end, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. Alhamdoulilah. Monsieur Kenemé. Monsieur Digo. Et votre voyage? Ça va, ça s'est bien passé. Pas trop dur? Non. Ça n'a pas de problème de décalage horaire du tout? Non. Ça va? Ouais. On s'adapte à nous? Ouais, on s'adapte à nous. À part qu'il fait un peu chaud. On gère avec. C'est la musique. Dans un moment, les amis, dans un moment, nous allons parler de finances, n'est-ce pas, Salif? Structurel. Et de quoi d'autre? De financement structuré. On va parler des LBO, des différents types. Les différents types de LBO. On va parler de le but dans les LBO, pourquoi. Et c'est qui les intervenants financiers. Et on va essayer aussi de parler un peu des fintech. Des fintech, C'est-à-dire avec la nouvelle technologie, maintenant, voilà, on est dans une finance plutôt réfléchie. Voilà, on va parler de tout ça. D'accord, dans un moment. Ouais. Dans un moment. Digo, en attendant, tu peux commencer l'interview avec M. Kenemé. Ok, d'accord. Monsieur Salif? Oui, monsieur Digo. Donc, avant de commencer le soir, vous allez d'abord saluer les internautes, ceux qui vous regardent. Donc, il y a sûrement vos promotionnaires qui vous regardent en même temps. S'il y a un message à envoyer en même temps, tu peux le dire. Ouais. Donc, bonjour à tout le monde et c'est vraiment un plaisir pour moi de revenir sous les projecteurs de la chaîne Digital Marketing TV. Donc, je salue tous les abonnés de la chaîne, tous mes promotionnaires de l'ESN. Je pense aussi qu'ils sont en train de nous regarder. Donc, voilà, je salue tout le monde et je suis vraiment content et ravi de partager encore ce plateau avec M. Sek, un ami et un frère, un de mes anciens professeurs à l'école. Et nous savons, depuis bas âge, on traîne ensemble. Donc, voilà, c'est un plaisir pour moi. Digo,
D'accord. Allez-y, Diego. Maintenant, j'ai constaté que les jeunes, vraiment, après le bac, ils veulent tous partir en France ou bien en Europe, aux États-Unis pour faire là-bas leurs études. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est quoi la différence entre les études ici et les études en Europe ou bien aux États-Unis? Je pense avant tout, on a les mêmes. Par exemple, si on prend le cas de la France, donc quand on parle de France-Sénégal, on sent que on a les mêmes. Enfin, c'est pratiquement les mêmes études, mais on n'a pas les mêmes conditions. Donc là-bas, même quand tu es dans une université, tout est côté pédagogique, tout est ok. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a pas des grèves par-ci par-là, donc je pense que avant tout, il y a l'aspect pédagogique qui est très intéressant là-bas, parce que je pense, ouais, C'est juste ça. Ok. non, je pense à un truc. Bon, ok. Allez-y. Non, vas-y, vous c'est pouvez bon, vous c'est bon. exprimer, hein? C'est bon. C'est bon? Ouais. Et la vie des étudiants, là, ça se passe comment? C'est difficile? En fait, ça dépend. Par exemple, il y a des étudiants qui viennent là-bas avec un but précis et qui ont déjà les aides de leurs parents, donc des aides financières venant de leurs parents via une bourse de l'État. Donc, je pense que ces gens d'étudiants-là, une fois là-bas, leur but c'est de se concentrer et de pouvoir réussir leurs études. Souvent, on voit des étudiants qui viennent là-bas et qu'ils n'ont pas vraiment l'aide de leurs parents et que souvent c'est très difficile de recevoir souvent des appels venant de tes parents comme quoi que voilà, ici au Sénégal il fait voilà, aujourd'hui on n'a pas mangé ou bien il n'y a pas il y a pape qui est parti en hôpital, il n'a pas quoi pour se soigner, tout cela, donc c'est un peu dur, donc ça met un peu l'étudiant dans un état très difficile en fait. Pour qu'il puisse se concentrer sur ses études, c'est difficile. Donc souvent, il est obligé à sortir, laisser ses cours. Je vois souvent des étudiants qui le font, laisser leurs cours et aller à côté travailler. Et que comme nous, étudiants en France, on est limité à un nombre d'heures parce qu'on n'est pas citoyen français. Donc on est parti là-bas, donc c'est pour les études. Donc on est limité à 20 heures d'études par semaine, 20 heures de boulot par semaine. Donc, parce que le temps réglementaire là-bas, c'est 35 heures par semaine. Et que nous, étudiants, on est limité à 20 heures par semaine. Donc, c'est juste pour les étudiants étrangers. Mais quand tu es français, tu as la nationalité française, tu peux dépasser le nombre d'heures, il n'y a pas de souci. Donc, souvent, il y a beaucoup d'étudiants qui laissent cet aspect pédagogique, c'est-à-dire leur but premier, c'est-à-dire les études pour aller faire des boulots à côté. Et ça peut causer après des problèmes au niveau de la préfecture si tu as envie de renouveler ton séjour. Parce que chaque année, ça dépend de tes études. Par exemple, de la première année à la troisième année, de licence 1 jusqu'à licence 3. Donc, chaque année, on te donne un an de séjour. Et chaque année, tu pars à la préfecture pour renouveler. Et que donc, s'ils voient souvent que toi, tu privilèges d'abord les études, le boulot que les études, souvent après, il y a des problèmes et tu risques même de retourner chez toi après. Tu risques même de ne pas renouveler le titre de séjour. D'accord. Ouais. Et juste une dernière question avant qu'on commence vraiment le thème qui nous a amené ici aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, tu es en France, tu es en train d'étudier en France. Et j'espère que tu as trouvé un boulot là-bas actuellement. Tu travailles là-bas? Pas encore. Pas encore. Mais là, tu es en train de faire stage. Au moins, tu as quelques revenus. Oui. Mais la question que je te demande, c'est est-ce que toi, tu envisages de rentrer au Sénégal pour créer quelque chose, d'autant plus que tu viens d'une école d'entrepreneuriat qui est l'ISM. Donc, je peux dire que tu es parti en France, tu t'es ressourcé à nouveau. Donc, est-ce que tu as des projets en tête pour créer quelque chose ici au Sénégal en étant jeune comme ça? Bon, c'est le but de tout Sénégalais aujourd'hui de pouvoir retourner chez lui, de pouvoir mettre en pratique les connaissances acquises chez les pays voisins, à l'étranger. Donc c'est mon but aujourd'hui de retourner, mais je dis souvent à mes copains que
Retourner fraîchement comme ça, ça sert à rien parce que tu n'as pas d'expérience là-bas. Donc tu n'as que le diplôme qui va faire une différence avec le gars que tu vas trouver dans la même boîte. Donc mais mon objectif c'est de retourner un jour au Sénégal et de pouvoir servir mon pays, soit de créer mon entreprise et en même temps de créer des employés, soit de travailler pour quelqu'un et l'objectif c'est de participer à l'économie de mon pays, c'est participer à l'avancement du Sénégal et c'est le but de tout étudiant aujourd'hui, de pouvoir retourner et mettre en pratique ses connaissances. Voilà, c'est mon but de retourner un jour. Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais. Salif, une question pour vous. Ouais. Qu'est-ce que vous faites en France? Vous faites du marketing ou de la finance ou des ressources humaines? Ok, donc à la base, quand j'ai quitté ISM en 2016, j'ai fait un parcours grande école à Grenoble École de Management. Après, comme c'est un parcours grande école, il y avait en même temps marketing, il y avait en même temps gestion de ressources humaines, il y avait en même temps finance. Maintenant, pour me spécialiser, je suis maintenant dans un institut d'administration à Bordeaux, donc je suis plus à Grenoble. Donc c'est là-bas où j'ai fait maintenant mon master en ingénierie financière et opération du bilan. Donc ingénierie financière. Ingénierie financière, opération de bilan. Et les opérations au bilan. C'est ça maintenant c'est ça que je fais. Ouais. Les opérations au bilan. Je ne suis pas financier, mais au bilan c'est le capital, c'est ça? Ouais, c'est le capital, c'est tout. Le compte de résultats. Compte de résultats, une partie des bénéfices. Et les immobilisations. Les immobilisations. C'est ça? J'ai pas oublié. Bah oui, c'est ça. Et actuellement, vous faites quoi? Donc, vous êtes en vacances au Sénégal? Ouais, là, je suis en vacances depuis une semaine, mais avant ça, je travaille dans une banque. J'ai pas envie de citer le nom. Allez-y, citez, on est bon. Nous, ici, c'est marketing divinement, on fait la pub. Je travaille à la Société Générale, donc je faisais là-bas. J'étais plutôt en stage chargé de financement structuré. Il faisait des financements structurés? Ouais, financement structuré. J'étais financement structuré, il y a beaucoup de financement structuré. Mais moi, j'étais concentré sur un but précis, un objectif, c'était les LBO. Les LBO? Leverage Buyout. Est-ce qu'on peut avoir la définition du LBO? Vous parlez un peu de finance, c'est marketing divi. Et salut M. Ndoye en passant. Vous connaissez M. Goumbayane? M. Goumbayane, que je salue de passer merci. Oui. Parlons des LBO, Salif. Ok, donc les LBO, donc Leverage Buyout, donc c'est le nom. Leverage Buyout. Donc quand on parle de Leverage Buyout, donc Leverage, il y a l'effet de levier. Donc pour donner une définition, il y a plusieurs définitions, mais pour donner une définition plutôt simple. Donc les LBO, c'est plutôt le rachat d'une société cible par l'intermédiaire d'une société holding qui reçoit des apports et souscrit une dette pour financer l'acquisition. Donc il se caractérise plutôt par l'association des dirigeants avec un investisseur financier, d'où ma place quand j'étais à la Société Générale, nous les banques, donc, et par la mise en place d'emprunts remboursés par des cash flows futurs dégagés par la cible. En fait, c'est par exemple, c'est moi la holding, c'est M. Sek qui veut emprunter auprès de la banque pour racheter la société Digo. Donc, M. Sek, pour se protéger financièrement et d'une manière juridique, donc, il crée une holding Salif. Donc, c'est moi qui vais aller à la banque, essayer de prendre en compte la charge. Très bien, je vais aller prendre des prêts à la banque. Donc, ça va être sur mon nom. Et que moi, Digo, donc je vais racheter une entreprise Digo et que chaque année Digo fait des remontées de dividendes. Sur ces remontées de dividendes, que moi je vais payer la banque et le reste, je vais donner ça à l'investisseur qui est M. Sek. Donc c'est ça. Donc c'est le rachat d'une société cible par l'intermédiaire d'une société holding qui reçoit des apports et souscrit une dette pour financer l'acquisition. Et quels sont les différents types de LBO, Salif? On a plusieurs LBO, donc on a LMBO, c'est-à-dire Leverage Management Buyout. Donc il s'agit juste de l'acquisition d'une entreprise par l'équipe de management mise en place.
associé ou non à plusieurs investisseurs financiers. Donc c'est le management en place que tu rachètes, c'est pas toute la société, mais juste le management mis en place. Donc ça c'est le LMBO. LMBO. Donc il y a le BIMBO Buy-in Management Buy-out. Donc il s'agit de l'acquisition d'une entreprise impliquant une équipe de management composée de managers en place et de nouveaux managers extérieurs qui vont venir. Donc c'est pas juste l'équipe de management mise en place, mais en plus de ça, on va ajouter une autre équipe venant de l'extérieur. Donc il y a Leverage aussi Management Buy-in. Donc c'est l'acquisition de l'entreprise par une équipe de managers extérieurs cette fois-ci. Là c'était Buy-out, buy-in. C'était buy-out, là c'est buy-in. Donc c'est l'acquisition d'une entreprise par une équipe de managers extérieurs associés ou non à un ou plusieurs investisseurs financiers. Donc on a aussi les opérations de croissance externe à effet de levier, LBU, Leverage Build-up. Donc il s'agit d'opérations de rachat par une entreprise déjà existante et d'autres entreprises concurrentes ou complémentaires de son activité. Ouais. Ça c'est les opérations de croissance externe à effet de levier. C'est ça, les trois types de LBO. Ouais. LBE, MLBO et le LBI. LBI, il y a le BIMBO, il y a le BIMBO Buy-in Management Buy-out, il y a le LMBI, Leverage Management Buy-in, il y a BIMBO Buy-in Management Buy-out. Et quel est le plus avantageux pour moi, investisseur? Donc pour toi, investisseur, en fait, ça dépend plutôt de ton objectif. Si tu veux racheter l'entreprise, par exemple, tu vas racheter l'entreprise Digo de par son expertise, de par son nom. Donc là, il faut plutôt faire le LBO. Donc tu rachètes toute l'entreprise. Donc, ou bien tu veux juste racheter l'équipe de management mise en place. Donc là, au fait, ça dépend de ton objectif. Tu vas racheter les personnes ou l'entreprise, ou bien en plus des personnes qui dirigent l'entreprise Digo, tu vas rajouter d'autres personnes venant de l'extérieur, ou bien tu veux maintenir l'entreprise Digo, mais pas avec les mêmes personnes, donc tu dégages tout le monde et tu viens avec ça, c'est LBI, Leverage Buy-in. Tu changes tout, quoi. Oui, tu changes tout, mais tu conserves l'entreprise. Ouais. C'est bon, parlons maintenant de finance et de digitalisation. Comment se comportent les fintech? Ok, donc maintenant en France, il y a maintenant des nouvelles formes de finance, c'est-à-dire FinTech. Donc quand on parle de FinTech, il y a le nom Fin qui sont comme finance et Tech comme technologie. Par exemple, c'est-à-dire tous les opérations de financement qu'on fait et qu'on ne passe pas forcément par une banque. Donc souvent on peut passer par les plateformes qui sont en ligne, c'est-à-dire il y a les plateformes qui sont en ligne, par exemple à Bordeaux il y a une plateforme qui s'appelle Crowdfunding. Donc c'est plutôt une plateforme en ligne pour essayer par exemple, qui lève des fonds et qui finance des petits projets, mais tout se passe en ligne. En fait, tous les financements se passent en ligne. Il y a une équipe qui est derrière et qui contrôle la solvabilité du projet, qui contrôle tout. Et ils utilisent ça un système crypto-monnaie? Bon, oui, c'est un peu différent. C'est un peu différent. C'est différent des crypto-monnaies, comme les bitcoins, etc. C'est différent. Donc ça, c'est juste pour, par exemple, toi, tu as un projet à financer et pour ne pas passer par une banque, donc tu passes par les fintech, tu passes par les plateformes crowdfunding. Donc tu déposes ton projet et il y a une équipe qui regarde la solvabilité et qui fait un appel de fonds avec un taux de rendement. Après, voilà, mais souvent, c'est 7 ans maximum de remboursement, 5 à 7 ans. C'est plutôt le même temps. Et les fintech se comportent bien par rapport à la finance classique? Par exemple, maintenant, je pense qu'avant, c'était pas trop régularisé. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les shadow banking, on les appelle plutôt les shadow banking. Par exemple, tout à l'heure, tu as parlé de Bitcoin. Et que souvent, Bitcoin, il n'y a aucun pays aujourd'hui qui a régularisé la circulation du Bitcoin. Et par exemple, quand on parle de franc CFA ou bien d'euro-dollar, en fait, les cours sont régularisés
c'est pas des cours fixes, c'est variable selon l'offre et la demande. Mais Bitcoin, c'est pas régularisé par aucun pays aujourd'hui. Et que c'était pareil pour les fintechs, mais non, je pense que par exemple, comme les pays comme la France, les pays développés, je pense qu'ils prennent des dispositions pour essayer de régulariser cette circulation de fintech. Parce que quand on parle d'une banque, sa participation vraiment elle est primordiale dans l'économie d'un pays. Donc on ne peut pas remplacer plutôt les financements bancaires par des financements par prendre tout. Donc ouais, c'est ça. Je pense que il y a déjà ce qu'on appelle je vous parlais de l'État français a déjà mis en place des solutions pour essayer de régulariser les financements de crowdfunding pour ne pas trop effacer celle de la... Salif, on ne peut pas ne pas te poser des questions sur le marketing. Est-ce que vos banques font du marketing? Bon oui, par exemple, toutes les banques aujourd'hui, il y a une équipe commerciale. Parce que nous banquiers, ce qui nous intéresse, c'est d'abord les clients. Et ce n'est pas nous financiers qui vont aller chercher les clients, mais il y a déjà une équipe commerciale. Par exemple, récemment, j'étais invité dans une... par exemple, quand je prends le cas de la banque où j'étais, ils ont sponsorisé le rugby dans la ville où j'étais. Et que le jour du match, il y avait déjà une mise en place de mon stand où il y a les équipes, on les appelle plutôt les animateurs. Donc c'est eux qui sont là-bas en train de promouvoir plutôt de la pub aux différents produits qu'on offre parce qu'il y a vraiment des gens qui vont venir, il y a du monde. Et je pense que le marketing aujourd'hui, vraiment, c'est un truc primordial aujourd'hui pour l'entreprise. Par exemple, moi, en tant que... Si tu prends les comptables, ce qui leur intéresse à la fin de l'année, c'est les états financiers. Et quand on parle d'états financiers, forcément, il y a le compte des résultats, les chiffres d'affaires. Donc, ce qui fait plutôt les ventes, c'est le marketing. Quand il n'y a pas de marketing, un bon marketing, il n'y aura pas un bon chiffre d'affaires. Donc, tous les ratios financiers vont tomber. Et que nous, la banque, quand on te prête notre argent, donc souvent on te demande des niveaux de leverage à atteindre, des ratios à atteindre. Et que tout ça, ça dépend de ton compte de résultats. Donc si l'équipe de marketing n'a pas fait un bon boulot, je pense qu'on ne peut pas arriver à ça. Diego, vous avez une question sur le marketing bancaire? Pas de question. Pas de question sur le marketing des services. Salif, vous avez visité la SGBS au Sénégal depuis que là? Pas encore. Ici au Sénégal, on se rend compte que les gens perdent beaucoup de temps avant de faire une opération bancaire. Est-ce que c'est le cas chez vous? Non, par exemple, c'est ça que je disais ce matin à ma mère. Par exemple, pour moi, aujourd'hui c'est dimanche et je peux faire un virement à travers mon compte qui est sur mon téléphone. Donc, et c'est pas possible chez vous. Et j'ai demandé, on m'a dit que maintenant on a des nouveaux. Maintenant il y a des identifiants pour vous connecter, je pense. Et que chez nous, je peux faire des virements dimanche. Et les virements tombent le lundi ou bien même je peux faire samedi, le virement samedi ça tombe dimanche et dimanche je pars, je retire de l'argent. Donc je pense qu'il y a il y a des produits qui ne sont pas encore très développés ici au Sénégal. Par exemple là-bas on part plus pour aller déposer de l'argent, on ne part plus voir au guichet une personne là donner de l'argent, donc c'est toi qui le fais avec la machine. Donc au début, j'avais pas trop confiance en la machine, donc quand j'avais pas trop confiance, mais après, très bien. Donc, voilà. Mais je pense que on gagne du temps, mais quand même, maintenant avec la nouvelle technologie, je pense que plusieurs postes, surtout la banque, sont en train de rétrécir le nombre d'employés, donc à cause de la technologie. Au Sénégal, il y a un nouveau, je crois que c'est Yonema. Yonema. Ouais. Ça commence à exister au Sénégal. C'est le nouveau. Ok. Donc, je pense que voilà. Il y a beaucoup de services qui passent par les transferts d'argent, Orange Money et autres.
te dire honnêtement. Là, Salif, c'est des services typiquement sénégalais. Orange Money, Orange Money, oui, Wari, Orange Money, oui. ça, c'est des services typiquement sénégalais qui sont adaptés également à nos besoins. Oui. Ouais. Ça, dis-moi un peu sur la vie des étudiants en France. Il y a des questions sur la vie. Quoi qu'on peut continuer sur les finances. On continue sur la. On finit avec. Non, c'est bon pour la vie, moi je ne suis pas financier, mais on va parler de marketing alors. On parle de marketing. Ouais, mais je ne suis pas un spécialiste, mais bon, je pourrais répondre aux questions quand même. Bon, on va laisser tout ce qui est marketing, on va laisser nous raconter un peu ta vie en France. Et les conseils que vous donnez aux étudiants qui veulent beaucoup partir pour continuer les études là-bas. Ce que j'ai envie de dire à mes futurs étudiants des universités françaises, c'est que quand on part en France, on doit avoir un but précis, c'est d'abord les études et de ne pas trop privilégier les boulots. C'est vrai que souvent on vient dans des familles qui ne sont pas financièrement stables et que ça peut causer vraiment des problèmes quand on est là-bas et que souvent on reçoit des appels pas souhaités vraiment de nos parents pour nous solliciter quelques problèmes. Et je pense que avant tout c'est la famille qui est là, qui doit comprendre l'étudiant qui est là-bas pour lui dire qu'il n'est pas parti pour avoir de l'argent, mais il est plutôt parti pour les études, de les laisser tranquilles, voilà. Et voilà, c'est une très belle expérience et que vraiment les gens sont très ouverts d'esprit. C'est vrai qu'au début, pour t'intégrer socialement, c'est pas facile. Donc au début, moi, je partais dans les arrêts de bus, je disais bonjour à tout le monde et que personne ne répondait, quoi. Donc au début, ça me faisait un peu vexer, mais bon, après, je sais que chacun a sa ouais, c'est ça, et qu'il faut juste se plier à ça, et que bon, bah, voilà. Donc je pense que c'est une très belle expérience et que bon, bah, inexplicable, quoi. Voilà. J'ai découvert avant de quitter le Sénégal, tu étais très pieux, c'est toujours le cas, Salif? Oui, toujours, ouais. Vous avez. Oui, toujours. Vous avez oublié les Khassaïd de Mauro? Non, pas du tout. Les Khassaïd de Serigne Touba? Pas du tout. Bon, on vous écoute. Taïsir, Salif. Non, mais tu vois, Taïsir, c'est un livre qui a été rédigé par Cheikh Seydi El Hadji Malick, un livre très important, et que j'ai pas envie non plus avec ma façon que je me suis... Non, vas-y, ta façon c'est quoi? T'as oublié ou quoi? Non, j'ai pas oublié. Non, vas-y. Non, montre à maman que tu n'as pas oublié. Maman est en train de suivre. Non, mais je préfère garder ça, mais bon, non, j'ai pas oublié. Et je n'ose pas oublier. Moi, je commence à faire au moitié. Non, mais j'ai pas oublié. Vas-y, montre-nous tes oublié. Vas-y, montre-moi tes oublié. C'est pareil pour les Khassidés de Céline, tu vois. Vas-y, on vous écoute, Salif. On vous écoute. Hier, on a demandé à Bama de réciter en live en Khassaïd, il l'a fait. Ouais. Montre-nous que tu n'as pas perdu ta culture religieuse. J'ai pas perdu. Allez-y, nous vous écoutons. Tant que tu ne récites pas, on sait que tu as oublié ça. J'ai pas oublié. Non, vas-y, on vous écoute, Salif. Non, j'ai pas oublié. Vas-y, montre-nous. Moi, je ne crois pas. Non, mais j'ai pas oublié le Taïsir. Montre-nous. Mais quelques versets. Quelques versets. Non, toute une page. Toute une page? Oui, Taïsir. En même temps, même avant de quitter, je ne maîtrisais pas trop. Non, vas-y. C'est pas, mais Tu peux lire. Je peux lire. Moi, j'ai le livre, mais j'ai pas le livre avec moi. Non, avant il y a d'autres. Avant de partir, tu récitais. Mais par exemple, ouais, je récitais quand on était en groupe, on avait des livres. Non, moi je me rappelle, toi et moi, il nous arrivait de faire le tour de la ville, tu me récitais des vas-y, donc résume-moi au moins, je ne sais pas. Non, mais par exemple, quand on prend le cas des Salatul Fatih. Vas-y, on y va, Salatul Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih. Donc, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih, al-Hatim lima sabaha nasir al-haq bil-haq. والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc, ouais.
Ouais, c'est fini. Les Rassaïd de Serigne Touba. Rassaïd de Serigne Touba, j'avais juste commencé à lire le Rassaïd Mouaïbou. Donc je voudrais très bien. Donc avant tout, j'ai dit au Mauride, même si j'ai fait des fautes de versets, sachez que j'avais juste de l'amour pour apprendre, mais je ne maîtrise pas forcément. Donc Bismillah, bila manahi wal intihai, hamdan li rabbi khairan murabbi, hadra mahal bi bihtidai, lahu shukuri bila kufuri wa wal nasir min. Je sais pas si c'est ça ou pas, le Mouaïbou, donc je mettrai. C'est tellement long, mais c'est un récit que je lisais trop. Salif, c'est ça, Salif et le sport. Tu as oublié le sport? Non, je fais toujours. Mais il a pris du poids. Je fais toujours. Apparemment, il a oublié le sport. Donc je fais toujours le sport, donc je fais toujours du foot, mais j'ai arrêté le taekwondo. Mais je fais toujours le foot, souvent je pense, je fais toujours. On va faire un kata, tu sais, là. Non. Ça, je vais laisser ça avec le lien de l'Indien Matar, que je salue de passage et qui est en train de nous regarder. Donc Matar Ndiaye, donc toujours fierté pour nous, Isma, de voir Denis Proumont devenir lieutenant dans l'armée sénégalaise et qui était récemment en France pour un stage de 15 jours. Donc c'est vraiment un plaisir. Donc c'est juste pour montrer aujourd'hui la qualité de